Le Conseil des ministres adopte des projets de décret de communication, dont notamment une communication autorisant la signature d'un contrat d'exploration-production avec la société Cairn Energy PLC sur un bloc de l'offshore du bassin côtier. Le porte-parole du gouvernement confirme que le dossier de mauvaise gestion transmis par la commission d'enquête parlementaire a été porté devant la justice, seule habilitée à y statuer. Notre pays participe par visioconférence à la réunion de la coalition pour le Sahel aux côtés de représentants du G5 Sahel, de l'Union européenne et des Nations unies. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 10 mars 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret suivant. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'établissement portier de la baie du Repos. Projet de décret portant changement de dénomination de la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier et l'approbation de ses statuts. Dans le cadre d'une réforme du secteur minier, l'État a décidé la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé l'Agence nationale de recherche géologique et des patrimoines miniers, auquel il est confié désormais la gestion du patrimoine minier. À la lumière de ce qui précède, il est devenu nécessaire de changer la dénomination de la société et d'adapter certaines dispositions de ses statuts, notamment pour en supprimer toute référence aux mines. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un contrat d'exploration-production avec la société Cairn Energy PLC sur un bloc de l'offshore du bassin côtier. Cette communication vise à réaliser l'utilisation maximale de nos ressources en hydrocarbures en s'appuyant sur la nouvelle dynamique amorcée depuis les récentes découvertes de gaz. Cette nouvelle politique vise, entre autres, la multiplication des possibilités de découverte et l'exploitation rationnelle des potentialités du domaine pétrolier en attirant des partenaires ayant les capacités techniques et financières. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et la réforme ont présenté une communication conjointe relative au programme national de l'éducation à l'environnement pour un développement durable, le programme École verte. Cette communication vise à intégrer l'éducation environnementale dans les programmes scolaires de manière suffisamment ambitieuse et concrète par le biais d'une approche à la fois théorique et pratique. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Cabinet du ministre. Chargé de mission, Mohamed Sidiya El-Khabbaz, précédemment directeur de l'École normale supérieure. Administration centrale, Direction générale des technologies de l'information et de la communication, Direction des ressources informatiques, directeur Yacoub El-Mohamed Bouilil, titulaire d'un Master 2 en réseau et télécommunications. Établissement public, École normale supérieure, directeur Izidbi El-Mohamed Mahmoud. Autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, directeur Conté Gueye Amadou, directeur adjoint Ahmed Dounaoul Abdi. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, M. Sidul Selm, et ses homologues du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Abdelsalam Mohamed Saleh, et de l'environnement et du développement durable, Mme Marine Bekay, se sont succédés tour à tour à la tribune pour commenter les résultats du Conseil des ministres. Au sujet des développements du dossier de mauvaise gestion transmis à la justice par la commission d'enquête parlementaire,
Le porte-parole du gouvernement, M. Sidoul Selm, a affirmé que ce dossier est actuellement devant la justice et quel seul organe habilité à y statuer. Compte rendu de Amina Mentakhlil. Concernant le dossier en cours de traitement au niveau de la justice, dossier déposé par la commission parlementaire formée à cet effet et relatif à la mauvaise gestion des biens publics, le porte-parole du gouvernement a déploré que certains journalistes continuent d'interroger l'exécutif sur des questions relevant des compétences du pouvoir judiciaire. Il a rappelé que c'est un dossier comme les autres que traitent les tribunaux et juges concernés. Il a par la suite commenté en rappelant le principe de présomption d'innocence et celui de séparation des pouvoirs. M. Sidoul Selm a exhorté les citoyens et les gestionnaires des sites Internet à faire preuve de précaution et d'éviter les propos à tendance diffamatoire. Il a expliqué que la démission de certains responsables n'est pas synonyme de condamnation et que c'est un choix qu'impose la nature de la fonction occupée. Le ministre de la Défense nationale a participé ce soir par visioconférence aux travaux de la réunion de la coalition pour le Sahel et des ministres de la Défense des États du G5 Sahel. Outre les pays du G5 Sahel, 17 pays ont participé à cet événement qui porte sur la situation sécuritaire et les efforts internationaux pour sécuriser et développer la région du Sahel. Compte rendu de Bouakar Baïlapa. Cette réunion à laquelle ont participé 17 pays, en plus des pays du G5 Sahel, et un certain nombre d'organisations internationales et régionales a porté sur la situation sécuritaire et les opérations militaires, le partenariat opérationnel entre les armées nationales et la force conjointe des pays du groupe du G5 Sahel. À cette occasion, les participants ont souligné l'importance de la complémentarité des rôles et de l'union des efforts afin d'assurer la sécurité, la stabilité et le développement de la région sahélienne. Ainsi, les réalisations pendant la présidence mauritanienne du groupe du G5 Sahel ont abouti à de grands succès, même si de nombreux défis restent à relever. D'où l'importance de poursuivre les efforts pour que les unités de cette force conjointe soient au niveau des normes requises. Face à ces multiples défis, la force doit impérativement bénéficier, comme vous l'avez si bien répété, Madame la Ministre, d'un financement pérenne et prévisible et d'un mandat fort sous le chapitre 7 des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout en saluant une nouvelle fois la mobilisation des partenaires en faveur de la force conjointe, qui a connu un bond significatif en 2020, nous en appelons à la poursuite de cette dynamique positive pour capitaliser sur les acquis de la force conjointe et faire face aux attentes de plus en plus fortes. À cet égard, la coalition pour le Sahel constitue pour nous le cadre idoine pour plaider en faveur de nos objectifs stratégiques auprès des plus hautes instances politico-diplomatiques. Dans le domaine de la troisième dimension, et en attendant l'autonomisation de la force, la mise en œuvre d'un mécanisme d'interopérabilité des vecteurs aériens du G5 Sahel permettrait de pallier provisoirement ces déficits. Cela a été l'un des points qui ont été discutés lors de la dernière réunion des ministres de la Défense tenue le 28 en N'Djamena. En matière de renseignement, le Centre régional de fusion du renseignement se réorganisera en vue d'améliorer le traitement et le partage des renseignements d'ordre opérationnel et tactique. En matière de formation, il conviendrait de rehausser le niveau de formation de nos unités et poursuivre la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme. Pour accélérer la mise en œuvre du soutien additionnel, il faudra plaider, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, lui-même pour la mise en place d'un bureau d'appui des Nations Unies chargé de fournir à la force conjointe un soutien logistique, opérationnel, tactique et stratégique, financé aux moyens de contribution statutaire. En définitive, la pérennisation du mode de financement de la force conjointe et son inscription sur le chapitre 7 de l'ONU constituent la véritable solution à ces multiples défis capacitaires. À noter que la rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et de plusieurs officiers supérieurs. Sous le thème « Vaccinons nos enfants de 9 à 14 ans pour protéger leur avenir », le ministère de la Santé a organisé aujourd'hui à Nouakchott un point de presse sur l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. La rencontre s'est déroulée sous la supervision de la secrétaire générale du ministère de la Santé, Hurul Mouila. Le ministère de la Santé a organisé aujourd'hui à Nouakchott
un point de presse sur l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Sous le thème « Vaccinons nos filles de 9 ans à 14 ans pour protéger leur avenir ». La première dose du vaccin sera administrée lundi 29 mars. Le point de presse s'est déroulé en présence des secrétaires généraux des ministères des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, ainsi que du représentant de l'UNICEF en Mauritanie. L'occasion a été mise à profit par les 4 secrétaires généraux pour demander aux familles à travers l'ensemble de notre pays de faire vacciner les jeunes filles qui constituent l'avenir de demain. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Bayahia, a déclaré: Dans le cadre de son programme visant à améliorer l'état de santé de la population, notre département, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, n'a cessé de mettre en œuvre des programmes de santé ciblés vers des pathologies qui constituent de véritables problèmes de santé publique, et particulièrement chez la femme. Ainsi donc, le cancer du col de l'utérus constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et dans notre pays. Par son ampleur, par sa gravité et par le nombre de décès des femmes qu'il entraîne, il doit être prévenu à juste titre. Il est important donc de le dire et de le répéter. Les meilleures armes contre le cancer du col de l'utérus sont et restent la prévention qui intègre la sensibilisation, la vaccination des jeunes filles entre 9 et 14 ans contre l'infection à papillomavirus et le dépistage. La campagne de mobilisation sociale a été lancée par Madame la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille le 8 mars dernier à Nouadhibou, lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Pour plus d'informations sur ce nouveau vaccin contre le cancer du col de l'utérus, nous avons invité sur ce plateau Dr Sidul Zahav, directeur général de la santé. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous faire la lumière sur la gravité de cette maladie, particulièrement dans notre pays, et les efforts de votre département pour en protéger les femmes mauritaniennes? Merci pour cette occasion. En fait, le cancer du col est un problème de santé publique, non seulement ici chez nous, mais partout dans le monde. C'est un cancer qui est causé par une infection virale que les femmes contractent à travers les rapports sexuels. Et donc, certaines catégories de ces virus, et dans certaines conditions, peuvent conduire au cancer du col quelques années plus tard après l'exposition au virus. Et donc, bien entendu, le cancer, vous le savez, c'est une maladie grave en termes de morbidité, en termes de charge, de prise en charge, aussi bien financière que sociale, mais aussi en termes de décès. Mm-hmm. Et alors, l'une des solutions à cela est la vaccination, c'est-à-dire la protection contre ce virus, contre l'atteinte par ce virus et donc le développement éventuel des cancers. Alors, comme la transmission, l'infection se passe à travers les rapports sexuels, alors il faut vacciner les filles avant qu'elles ne soient actives sexuellement. Et c'est pour cela que la cible de cette vaccination est les filles de 9 ans. En fait, cette vaccination va se passer en 2 étapes. La première étape, c'est la vaccination en campagne, la vaccination de masse qu'on compte lancer à la fin du mois, le 29 mars. Et donc, on va cibler les filles de 9 à 14 ans. D'accord. On va essayer de vacciner toutes les filles de 9 à 14 ans. Maintenant, plus tard, dans la routine, dans notre programme de routine, on va vacciner chaque fois la cohorte des filles de 9 ans. Chaque année, on va vacciner toutes les filles de 9 ans. Chaque année, quand elle atteint la 9e année, on va les vacciner. Comme ça, on pourra assurer la vaccination, la protection dans le temps de toutes les filles ou de la majorité des filles en fonction des performances qu'on va atteindre en matière de couverture. Très bien. Ma seconde question, comment ce vaccin peut-il être obtenu et est-il fourni gratuitement ou y a-t-il des conditions pour en bénéficier?
Bien évidemment, le vaccin est gratuit et il sera introduit sur l'ensemble du territoire national. Dans sa phase première de campagne, on va aller jusqu'au coin le plus loin pour atteindre des filles. Et dans la seconde phase, ce sera en service de routine dans les services de santé. Et donc les filles peuvent venir dans les structures de santé pour se faire vacciner ou occasionnellement on pourrait mobiliser des équipes, surtout dans les structures scolaires où on a une forte concentration des filles pour les vacciner. Et donc ce vaccin pose pas mal de défis. Étant donné qu'on vaccine des jeunes filles, et donc les parents et la communauté en général peuvent ne pas comprendre à sa juste valeur le ciblage des filles à cet âge. Parce qu'on vaccine contre une maladie sexuellement transmissible, or les filles ne sont pas encore actives sexuellement. Et maintenant, aussi, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de la vaccination et des objectifs de la vaccination. C'est la raison pour laquelle on a lancé la campagne de communication dès maintenant pour permettre à tout le monde de réagir par rapport à cette vaccination, pour qu'on puisse apprécier le niveau d'acceptation du vaccin et ajuster justement nos messages, nos efforts de communication pour qu'au 29 mars, nous ayons les plus grands taux d'acceptabilité de ce vaccin pour atteindre le maximum de filles. Et dans cette campagne, justement, sont impliqués les différents départements sectoriels concernés par cette question, à savoir l'éducation, parce que c'est là où on a la majorité des filles. Et donc le secteur de l'éducation va nous accompagner aussi bien dans la campagne de sensibilisation que dans l'organisation opérationnelle de la vaccination, des filles étant majoritairement scolarisées. Le secteur des affaires sociales, et donc c'est le ministère en quelque sorte de tutelle des femmes et donc des filles, et qui va nous accompagner justement dans l'effort, dans la mission difficile d'identifier les filles non scolarisées et les atteindre. Parce que pour des raisons d'équité, il faudrait que ces filles aussi bénéficient de ce vaccin. Il y a le ministère des Affaires islamiques qui est notre référence et qui peut donner vraiment un avis ferme par rapport à ce vaccin et donc orienter les populations par rapport au point de vue religieux qui est vraiment prépondérant dans la société. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. La région de Nouakchott et l'Université Al-Asriya de Nouakchott ont signé ce matin un accord de partenariat établissant une coopération entre les deux parties dans les domaines de la formation, du recyclage, de l'entrepreneuriat, de la recherche scientifique et d'autres domaines liés au développement. Al-Haj Abdallah Eddine. C'est dans le but de développer les compétences et de valoriser les expériences dans le domaine de la recherche scientifique, de la formation et du leadership des jeunes que cette convention bipartite réunissant la région de Nouakchott et l'Université moderne de Nouakchott a été signée. Cette convention cadre de partenariat va couvrir de nombreuses activités menées par les deux parties dans le domaine de la formation universitaire et professionnelle, la formation continue et l'animation culturelle. Le conseiller chargé de la coopération au niveau de la région de Nouakchott, M. Abdeldaïm Nafa, a expliqué que cette convention s'inscrit dans le cadre des objectifs que s'est fixé la région de Nouakchott en tant que collectivité territoriale. La convention englobe des clauses diverses qui couvriront la recherche, les études, l'insertion des sortants et la formation du personnel. Le directeur du partenariat à l'Université de Nouakchott, M. Sadvi Sekhaoui, a déclaré que cette convention fait partie du plan stratégique mis en place par le président de l'université. Ce plan stratégique, dit-il, s'étend de 2021 à 2024. Le contenu de la convention, ajoute-t-il, porte sur la création d'un partenariat dans le domaine de la recherche scientifique, de la formation et de l'échange d'expertise. Le développement local, l'animation culturelle et le renforcement des capacités des fonctionnaires sont également inclus dans les clauses de cette convention bipartite. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui au cours de son point de presse quotidien l'enregistrement de 20 nouveaux cas de Covid-19 et 21 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures. Ces résultats portent le cumul à 17 385 cas de contamination, dont 16 736 guérisons.
Direction la wilaya de l'Échéri où le conseil régional vient d'investir sa nouvelle présidente dans ses fonctions. La cérémonie d'investiture a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Compte rendu de Garmi Tagaddi. La cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente du conseil régional de la wilaya de l'Échéri s'est déroulée ce matin à la Maison des Jeunes dans la Moukrata d'Akjoucht. Supervisant la cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Oulsouidat, a passé en revue la réglementation régissant les conseils régionaux, notamment les dispositions légales se rapportant aux empêchements et aux décès, souhaitant à la nouvelle présidente plein succès dans ses fonctions. Le wali de l'Échéri, M. Sal Saïdou Alassane, a quant à lui souligné l'importance du conseil régional comme acteur pour contribuer au développement de la wilaya, appelant ses membres à travailler dans un esprit d'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés. De son côté, la présidente du conseil régional de l'Échéri s'est réjouie d'avoir assumé cette lourde responsabilité, ajoutant qu'elle mettra tout en œuvre au service de la population de la wilaya, focalisera son attention sur les préoccupations des populations et s'attellera avec les autres membres du conseil à répondre à leurs aspirations. La présidente du conseil régional de la wilaya de l'Échéri, accompagnée d'une délégation, s'est rendue au siège de ce dernier pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et voir les progrès réalisés. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence du directeur général de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, des élus, des autorités administratives et sécuritaires, des conseillers municipaux et d'autres personnalités locales. Nous restons dans les wilayas du Nord et précisément à Dakhlet Nouadhibou où le conseil régional a tenu ce matin sa 7e session ordinaire, la première pour l'année 2021, consacrée à la discussion du budget initial et au programme de développement de la région. Compte rendu de Mohamed Khattab. Le conseil régional de Dakhlet Nouadhibou tient sa 7e réunion, la première cette année 2021, en présence du wali, du hakim de la Muqata'a et du conseil régional. Au menu de cette réunion, la discussion du budget initial pour l'année 2021 et la validation du programme de développement de la wilaya. Prenant la parole au cours de cette réunion, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed, a souligné que le budget doit être orienté vers les domaines prioritaires attendus par les populations de la part du conseil régional. L'État, dira-t-il, donnera les moyens nécessaires pour répondre à ces attentes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en août dernier, la pose de la première pierre des conseils régionaux avait été faite à partir de Nouadhibou et cela dénote de l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics au conseil régional au niveau de Nouadhibou, dont ils espèrent, vu la position de pôle de développement qu'est la capitale économique et la composition de son conseil régional, tant quantitatif que qualitatif, qu'il joue le rôle qui est le sien. Et nous, en tant qu'autorité administrative, nous serons à vos côtés et en soutien pour vous pour atteindre les objectifs tracés par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le conseil régional discutera d'autres sujets relatifs à l'organisation du travail et les procédures, ainsi que la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant au développement de la ville et au bien-être des citoyens. L'occasion pour le président du conseil régional, M. Mohamed El-Mami ou Ahmed Bazaïd, de souhaiter la bienvenue au wali et au hakim et annoncer l'ouverture des travaux de la réunion en rappelant qu'ils auront à valider le budget initial et le programme de développement 2021, entre autres. Une session ordinaire donc sur laquelle sont fondés bien des espoirs pour mettre à exécution les plans de développement, sachant que plus de 100 millions d'anciens Ouguiya ont été affectés aux investissements touchant les domaines des prestations du développement et de la santé. Le wali du Hawd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Ouloua, a supervisé aujourd'hui à Nema l'incinération de 4 tonnes de médicaments et de divers produits alimentaires périmés saisis du marché central de Nema par la délégation régionale du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des politiques de l'État visant à saisir dans les marchés les substances périmées afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens. L'opération s'est déroulée en présence du procureur de la République au Hawd al-Sharqi, du président du conseil régional du Hawd al-Sharqi et des représentants des autorités administratives et de sécurité de la wilaya.
Nous refermons ce journal à partir de la wilaya du Gorgol où la délégation régionale de l'emploi, de la jeunesse et des sports a organisé dans la capitale Kaïdi un colloque portant sur les méthodes de prévention du coronavirus et la promotion de la cohabitation et de la cohésion sociale. Aminata Khan. La prévention contre la pandémie de la COVID-19 et la promotion du vivre ensemble et la cohésion sociale, tel est l'intitulé de cette conférence de presse organisée par les jeunes de la wilaya du Gorgol. Plusieurs personnalités politiques et actives de la vie sociale ont pris part à cette rencontre. S'exprimant, le conseiller du Wali chargé des affaires économiques, Mohamed Jiddou, a d'emblée situé le cadre de la rencontre, indiquant que l'unité nationale et la cohésion sociale sont le socle de la démocratie. Il a déclaré que les jeunes doivent préserver ces acquis hérités de leurs grands-parents. Il a en outre affirmé que le gouvernement accompagne et soutient toutes les initiatives qui sont de nature à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Enfin, le conseiller du Wali a remercié l'ensemble des associations des jeunes qui se sont donnés corps et âme pour sensibiliser les populations lors des campagnes de sensibilisation contre la pandémie de la COVID-19. Lui succédant, l'un des grands notables de Kaïdi et ancien maire de la ville, Sow Moussa Demba, s'est dit heureux de participer à la conférence organisée par les associations des jeunes qui, dira-t-il, démontre la lourde mission qu'est la leur, celle de poursuivre l'œuvre léguée par leurs prédécesseurs. Dans la foulée, M. Sow Moussa Demba a rappelé l'impérieuse nécessité du respect des mesures barrières, seules mesures pouvant éviter toute contamination à la pandémie de la COVID-19. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Voici à présent le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte des projets de décret de communication, dont notamment une communication autorisant la signature d'un contrat d'exploration-production avec la société Kern Energy PLC sur un bloc de l'offshore du bassin côtier. Le porte-parole du gouvernement confirme que le dossier de mauvaise gestion transmis par la commission d'enquête parlementaire a été porté devant la justice, seule habilité à y statuer. Notre pays participe par visioconférence à la réunion de la coalition pour le Sahel aux côtés de représentants du G5 Sahel, de l'Union européenne et des Nations unies. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania.